I think we're going to start now. Maktar, you have the floor. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet important, c'est l'utilisation des technologies pour combattre le Covid. Je pense que vous êtes tous, vous avez vécu comment les technologies de l'information et de la communication peuvent aider à combattre le Covid dans plusieurs pays, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans plusieurs pays africains, notamment par la mise en place de plateformes technologiques et d'accès à l'information médicale, sanitaire et aussi à l'information économique. Et aussi, on a vu qu'avec le confinement, la majeure partie de la population reste chez eux et travaille à la maison par le biais des nouvelles technologies. Et on a vu aussi une croissance au niveau des opérateurs de télécommunications du trafic de 40% dans certains pays. Et l'objectif de la réunion, c'est de discuter, c'est de voir comment ces technologies, quel est l'impact de ces technologies au niveau de la pandémie et quelles sont les solutions africaines. Et pour cela, nous avons un éminent orateur aujourd'hui. Il s'agit de M. Jean-Paul Adam, qui est des Seychelles, le directeur de la division des technologies, du changement climatique et des ressources naturelles au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Avant de prendre cette position, M. Adam a occupé d'importantes missions et postes de haut niveau au niveau de la République des Seychelles. Je ne vais pas citer tout parce que récemment, il a été le ministre de la Santé de 2016 à 2019 jusqu'à sa nomination à la CA. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut parler beaucoup des questions de santé dans ce cadre de la pandémie. Il a été aussi ministre des Finances et du Commerce et de l'économie bleue de 2015 à 2016. Cela montre aussi que le background de M. Jean-Paul est très large. Donc, il peut parler des questions économiques, des questions d'économie verte et aussi des questions des finances qui sont actuellement de changement climatique, qui sont actuellement au cœur même de cette pandémie. Il a aussi été ministre des Affaires étrangères de 2010 à 2014. Donc, pour régler, donc, quand on parle de ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui connaît bien la situation du monde. Et dans une situation de pandémie, le rôle des affaires étrangères est extrêmement important. Connaître ce qui se passe, comment mettre en place les protocoles d'accord au niveau des pays, parce que la pandémie n'est pas nationale, c'est une pandémie mondiale. Et ça nécessite beaucoup de relations entre les différents États membres pour combattre ce fléau. Donc, au niveau études aussi, il a un master en politique économique à l'université de Manchester en UK. Et aussi, c'est un bilingue. Il a étudié aussi à l'université Sheffield d'Angleterre. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a un monsieur complet qui peut parler de technologie, de changement climatique, de finances et de politique extérieure, étrangère. Donc, vous avez l'occasion de poser vos différentes questions à notre éminent panéliste aujourd'hui dans le secteur de l'innovation, des technologies et quel est le rôle des technologies pour combattre ou bien atténuer la pandémie du Covid. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Jean-Paul pour son mot introductif. Merci beaucoup, Maktar, et bon après-midi à tout le monde. Là où je suis, c'est l'après-midi, ou bonjour et bonne journée et bienvenue à vous tous. Et j'espère que tout va bien pour tous les journalistes qui nous ont rejoints aujourd'hui, ainsi que vos proches, dans cette période de grande incertitude et de grandes difficultés mondiales. Mais c'est justement le but de la CEA de pouvoir œuvrer avec les pays africains afin de trouver des solutions concrètes afin de lutter contre la pandémie
mais aussi de situer cette lutte dans le contexte du développement durable, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous visons la transformation de notre continent, que nous visons le développement durable et une amélioration dans le niveau de vie de tous les citoyens du continent. Et la pandémie de COVID-19 nous a démontré une certaine manque de résilience et c'est essentiel de s'appuyer sur les technologies adaptées pour bâtir cette résilience nécessaire pour qu'on ait une réponse adaptée à nos besoins et qu'on puisse aussi lutter contre la pauvreté et assurer justement le développement durable en ligne avec les objectifs du développement durable et en ligne avec l'agenda 2030 des Nations Unies et aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. I will be making my remarks mainly in French, but at the end I will make a brief summary in English and we can take questions both in English and in French. Alors je voulais juste dire que je vais faire mes remarques plutôt en français, mais que je serai disponible à prendre quelques questions en anglais aussi à la fin, après avoir fait un sommaire. Nous avons dans la CEA mis l'accent sur la question de la transformation numérique en tant qu'action essentielle pour la lutte contre le COVID-19. Et vous pouvez faire référence au rapport que la CEA a lancé au début du mois de mai au sujet justement de protéger les économies africaines et d'assurer la continuité des emplois et la protection des populations. La transformation numérique fait partie des stratégies d'investissement nécessaires pour les pays africains, mais aussi liées aux objectifs du développement durable. Alors, dans l'événement que nous avons organisé récemment, nous avons mobilisé des partenaires des gouvernements, mais aussi des partenaires du secteur privé, notamment l'Alliance africaine pour l'éthique, qui a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer l'accès aux technologies numériques, d'assurer un investissement par le secteur public, mais aussi bien par le secteur privé, et d'assurer la participation de tous les partenaires, inclus ceux qui sont les plus vulnérables. Il faut noter aussi qu'on a vu la participation de grandes entreprises impliquées dans le secteur numérique africain et mondial, notamment les représentants de Facebook. Nous avons aussi des jeunes entrepreneurs qui ont participé dans le secteur, qui sont déjà actifs dans le secteur numérique et qui utilisent par exemple les technologies autour des téléphones portables pour assurer accès aux services financiers. Justement, le débat a tourné autour des investissements qui sont nécessaires à assurer cette transformation numérique et aussi à accélérer cette transformation. On a mis l'accent aussi sur l'importance des régulations et du rôle du gouvernement à assurer un accès équitable aux infrastructures numériques et d'assurer aussi que les plus vulnérables ne sont pas marginalisés à travers les investissements et que nous minimisons l'écart dans l'accès avec l'Internet. Alors, il faut noter que la situation en Afrique est quand même assez difficile. Le continent africain, malheureusement, est le moins connecté de la planète. Nous notons que même si l'Afrique est 15% de la population mondiale, il y a seulement 21% des populations qui ont accès à l'Internet. Notamment, il y a aussi seulement 17,8% qui ont accès à l'Internet dans leur foyer. Mais nous notons que dans l'évolution et l'évolution des technologies et aussi dans le cadre de la mondialisation, que l'Internet est devenu un service essentiel
et surtout en ce qui concerne la santé et l'éducation. Notamment, tous les équipements modernes de santé sont tous connectés à l'Internet, et alors c'est très important d'assurer une connectivité dans les systèmes de santé africains. Et nous avons remarqué aussi, lié au COVID-19, la difficulté d'assurer l'éducation dans un cadre de l'éducation à distance s'il n'y a pas une connectivité adaptée. Cela est bien sûr lié aux difficultés de connectivité à l'électricité en Afrique. Notamment, 84% des populations rurales n'ont pas accès à l'électricité. Et dans la totalité en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, l'Internet est bien une infrastructure de base qui permet la croissance, qui permet l'investissement et qui favorise le développement des petites et moyennes entreprises. Mais pour favoriser l'Internet, il faut également l'investissement dans les infrastructures d'énergie où il y a actuellement en Afrique des lacunes. Nous avons noté aussi, et selon les recherches faites par la Commission économique pour l'Africaine, qu'il existe un écart considérable entre les sexes en ce qui concerne l'accès à l'Internet en Afrique, et notamment que les hommes ont un accès préférentiel de 50% par rapport à des femmes sur notre continent. Nous notons aussi, malheureusement, que le coût de l'Internet reste très élevé en Afrique par rapport à d'autres régions du monde, et nous sommes dépendants, malheureusement, souvent d'investissements d'extérieur, et cette dépendance fait que la possibilité de réduire les tarifs rapidement est limitée. Nous avons aussi pris note du coût d'investissement nécessaire pour assurer un accès universel. Excusez-moi un instant. Excusez-moi pour ça. Nous avons noté aussi que l'investissement nécessaire pour un accès universel est calculé à environ 100 milliards de dollars, qui était bien sûr un investissement conséquent, mais encore, il faut faire référence au potentiel qui est libéré à travers ces investissements. À travers les débats dans notre événement, mais aussi à travers les recherches que nous menons, nous privilégions l'attention des gouvernements africains sur la régulation et de l'organisation de l'espace national, régional et aussi bien que continental en ce qui concerne l'accès à Internet et accès aux investissements qui privilégient la transformation numérique. Nous avons aussi réalisé que malgré toutes ces contraintes que j'ai listées en ce qui concerne l'accès à l'Internet en Afrique, qu'il y a plusieurs expériences positives qui ont été remarquées en réponse à la pandémie de COVID-19. Notamment, je vais citer quelques-uns qui ont été présentés dans nos délibérations. Nous pouvons noter par exemple au Ghana l'utilisation d'une application adaptée pour le suivi des contacts. Nous avons pu noter en Afrique du Sud la création d'un chatbot qui permet en fait un diagnose par les individus selon leurs symptômes. Nous avons vu au Nigeria le développement d'une méthode en ligne pour faire le triage des cas soupçonnés d'être affectés par COVID-19. Au Kenya, il y a eu le développement d'un partenariat avec Google à renforcer le réseau de 4G en utilisant des ballons. Et on a vu aussi, par exemple, à l'Ouganda, une application qui a mieux connecté les fermiers et les vendeurs, aussi bien que les consommateurs, à assurer la vente et la disponibilité de légumes et de produits agricoles dans une période où justement les importations étaient bouleversées, et cela a permis un développement positif sur le marché local, aussi bien que la continuation de l'activité économique. Alors, ces quelques exemples, bien sûr,
sont peut-être considérés d'être à faible échelle, mais ces exemples démontrent l'innovation qui est présente sur le continent africain, la détermination aussi des acteurs économiques en Afrique à utiliser l'accès aux plateformes numériques pour développer leur part de marché, et qu'avec une régulation plus adaptée, nous pouvons développer davantage l'espace économique pour les acteurs africains. Bien sûr, accompagné des investissements conséquents. Alors, quel est le but du travail que fait la CEA en partenariat avec le secteur privé, avec la société civile, avec des autres acteurs dans l'espace de la transformation numérique? C'est bien sûr d'assurer l'accès universel, d'assurer un accès de qualité, parce que nous notons qu'en Afrique, souvent, l'accès n'est pas adapté aux besoins, et d'assurer aussi un accès qui est abordable à un prix qui est adapté justement aux moyens existants au continent. Pour arriver à cela, il faut privilégier des investissements dans les infrastructures liées à la transformation numérique. Cela nécessite d'identifier et d'accepter que les infrastructures numériques et l'accès à l'Internet fait partie des infrastructures de base pour développer une économie. Il y a beaucoup d'opportunités pour l'Afrique de pouvoir utiliser les possibilités de la 4e révolution industrielle, notamment autour de la mobilisation de l'intelligence artificielle et aussi d'utilisation des informations qui sont captées d'une manière systématique et d'une manière aussi qui répond aux besoins de notre continent. Nous avons aussi reconnu l'importance d'éviter une colonisation de l'extérieur en ce qui concerne l'espace numérique, et c'est important de favoriser les investissements par des acteurs et des opérateurs africains et qui permettent en conséquence aussi le développement des acteurs économiques dans plusieurs secteurs, et notamment de mobiliser les petites et moyennes entreprises. Cela devient encore plus important dans le contexte que nous rebâtissons et que nous ouvrons nos économies après l'impact de Covid-19. Nous savons tous que cette année, en 2020, le FMI a noté une grande probabilité de récession économique pour toute la planète, et les pays africains manquent des moyens en ce qui concerne l'espace budgétaire à investir pour minimiser l'impact de cette pandémie. Les pays africains souvent aussi sont beaucoup plus endettés par rapport à d'autres pays, et alors notamment les investissements dans les infrastructures numériques permettent aux pays africains d'accélérer leur développement. Le défi qui est toujours là, c'est en 2020 de mobiliser des financements nécessaires, de favoriser ces investissements tout de suite et pas dans 5 ans et pas dans 10 ans. Parce que dans tous les scénarios que nous avons étudiés, nous estimons que tous les investissements qui sont faits cette année, malgré la crise qui persiste, permettront justement de mobiliser la reprise économique plus rapidement. Alors, il y a un travail qui est fait en partenariat avec la Banque mondiale, avec le FMI, pour essayer d'adresser les questions de dette et alors à mobiliser des investissements. Et nous préconisons les investissements justement dans ces infrastructures de transformation numérique, aussi bien de regarder l'espace du numérique. Cela permet aussi de mobiliser les avantages qui sont liés à la zone de libre-échange du continent, qui permettrait justement à développer davantage les opportunités économiques. Pour terminer, je vais juste mettre l'accent aussi que la CEA
organise la semaine prochaine, à partir du 15 juin, un forum sur l'investissement et l'innovation dans les technologies liées à la lutte contre Covid-19. Ce sera l'occasion pour les universités, pour les jeunes entrepreneurs, de proposer des inventions, des innovations à des partenaires qui seront prêts à investir et aussi de favoriser les meilleures inventions pour accélérer leur accès au marché et qui, nous espérons, va créer une meilleure chaîne de valeur dans les secteurs liés au numérique et liés à l'innovation. Alors, ce forum que nous avons organisé récemment et qui ont amené les représentants du secteur privé et des gouvernements ensemble est un pas envers cette transformation numérique liée au développement durable et qui est, je dirais, indivisible de la lutte contre le Covid-19. Parce que les défis qui sont liés au Covid-19 sont des défis autour d'une manque de résilience et autour de la nécessité d'assurer une capacité d'adaptation des économies africaines vis-à-vis des changements qui ont à la fois un aspect économique aussi bien qu'environnemental. Et la transformation numérique est une stratégie indispensable pour que les pays africains puissent justement accélérer leur trajet vers les objectifs du développement durable. I will conclude with a very brief summary in English of the remarks that I just made. We recently held a forum which brought together private sector, civil society, and various other partners to discuss in particular the opportunities for digital transformation, which is indivisibly linked to the aims of achieving the Sustainable Development Goals. We are situated, of course, in a context where there is massive investment that is required in the infrastructure around ICT and digital infrastructure. And there is also a need for a more transparent and reinforced regulation in relation to the ICT sector to truly enable a digital transformation to take place. I will not cover all of the statistics that I listed, but obviously Africa is unfortunately the least connected continent, with only 21% of the population having access to internet. And this is directly linked as well to the lack of connectivity with electricity, with over 600 million Africans who do not have access to electricity. And unfortunately, 84% of rural populations that have no access to electricity. And our deliberations have focused on looking at access to the internet as an essential infrastructure investment, similar to investment in roads and other related infrastructure. There is also a significant gender gap in Africa in relation to access to the internet, where men have 50% more access relative to women. There is also a high cost of the internet and relatively low quality. The costs, the estimates in terms of investments needed are in the region of $100 million to achieve connectivity and digital transformation. There are opportunities around the high mobile phone penetration, and there are a number of responses towards the COVID-19 crisis which have reasons to leave us optimistic, and there are examples of apps that have developed in Ghana, chatbots in South Africa, triage tools in Nigeria, Google partnership in Kenya, boosting the 4G network through the use of balloons, and also networks in Uganda that have facilitated better access to markets between farmers, market sellers, and consumers. The goal remains to achieve universal access to the internet in Africa, that it be of a reasonable and suitable quality for the needs of the continent, and that it be affordable. There are opportunities around the fourth industrial revolution, which include mobilizing big data and investing in artificial intelligence.
and also tapping into the opportunities of the African, the AFCFTA, the African Continental Free Trade Area, and the efforts towards digital transformation and the fight against COVID-19 are absolutely interlinked with the need towards achieving sustainable development. And these investments can help to build back better and faster if you can achieve counter-cyclical investments at this time of COVID-19, despite the pressures that this places on African economies and budgets. I will conclude there, and we are now open for questions. Je vais m'arrêter là et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous avez. Merci. Okay. Mark. Hello. Is Mark around? Okay, it looks like he's not there. Donc maintenant, si vous avez des questions. Oh, you are there. Okay, so we're now doing the Q&As. If you could kindly proceed with that. Okay. Maintenant, si vous avez entendu cette brillante exposé de M. Jean-Paul Adam sur la situation actuelle, sur le développement de l'innovation, de la technologie numérique et aussi sur les perspectives et les initiatives de l'État. On n'a pas de temps pour les initiatives parce que quand il est venu à la CA, il a amené un paquet d'idées sur lesquelles nous travaillons actuellement au niveau de l'innovation technologique. Donc, je vais donner la parole aux journalistes. Veuillez décrire votre nom, le pays et votre institution et poser votre question, s'il vous plaît. Donc, on va voir sur la liste les gens qui ont demandé la main. Il faut lever la main. Si vous voulez, il y a 2 personnes maintenant. Je donne la parole à Junior. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend déjà? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Je suis Junior Ouattara. Je suis journaliste au groupe de presse IC Publications. Je suis basé à Paris. J'ai 4 questions. Je peux y aller ou j'attends? Allez-y, mais vous avez 4 questions. Posez 2 questions. Et après, quand on fera le premier tour, vous allez poser les 2 autres questions. Ok, parfait. Je poserai les 2 questions et après, je poserai les 2 autres questions. Alors, quand vous parlez, je parle maintenant aux conférenciers, quand vous indiquez, vous parlez d'investissement dans la transformation numérique, de manière moins prosaïque et plus concrètement, à quoi vous faites allusion précisément? Deuxième question, y a-t-il un contact entre la CEA et la ZLECAf pour précisément donner un coup d'accélérateur à cette fracture numérique constatée en Afrique? Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, la question des investissements dans la transformation numérique a une image un peu différente dans chaque pays parce que la situation n'est pas la même dans chaque pays. Mais en premier lieu, c'est des investissements dans des câbles. Ça se fait à travers les gouvernements, ça se fait également par les sociétés de télécom, de télécommunications et aussi dans certains cas, on peut créer des véhicules, par exemple, pour ces investissements. C'est le cas dans plusieurs pays. Et aussi, quand on parle de l'accès à Internet, on doit remarquer l'écart qui existe entre les espaces urbains et ruraux. Et on doit accepter que dans certains cas, les investissements doivent utiliser une multiplicité de technologies. Dans certains cas, de regarder des options par satellite pour certaines zones rurales, de faire un lien avec des investissements dans les technologies d'énergie, avec les technologies aussi numériques, et de favoriser la technologie qui est plus adaptée
par rapport à chaque pays. Mais les infrastructures de base, les autoroutes de l'Internet sont bien sûr les câbles. Ça, c'est à la base des investissements. Mais il faut pas, ça ne suffit pas d'investir dans des câbles parce que il faut toute l'infrastructure autour. Il faut regarder l'espace des systèmes d'éducation, des systèmes de santé, de s'assurer, parce qu'en fait, on crée la demande aussi à travers des systèmes qui sont basés sur les informations qui sont déjà en numérique. Alors, si nous prenons l'exemple des systèmes de santé, nous visons que les systèmes de santé de l'Afrique soient tous des systèmes numériques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais à travers des partenariats avec l'OMS, il y a un appui technique qui est donné pour que les pays africains aient accès à un logiciel de base à travers l'OMS, mais aussi qu'ils doivent investir, et ça peut se faire à travers des partenaires ou bien ça peut se faire par les gouvernements eux-mêmes pour les équipements nécessaires, par exemple, pour les investissements numériques. Mais il faut que chaque secteur soit graduellement transformé en numérique. Ça crée de la demande et ça crée aussi l'espace justement pour davantage d'investissements. Mais ce n'est pas un investissement tout seul, c'est le package d'investissement qui crée cette transformation. Et c'est de regarder toutes les informations que pourraient être disponibles dans un pays et de le mettre à la disposition de la population à créer des opportunités pour justement la création de la richesse, la formation d'entreprises, pour l'innovation, etc. Et il y a aussi un élément très important au niveau des investissements, c'est la formation autour de l'utilisation des technologies numériques. C'est quelque chose que la CEA a été un peu impliquée. Nous avons depuis quelques années autour du Forum régional sur le développement durable, nous avons organisé des forums pour les jeunes où dans le dernier forum, par exemple, qui a eu lieu à Victoria Falls au Zimbabwe, ils ont eu l'opportunité à être formés sur la création des robots. Nous avons une prochaine étape qui va privilégier la formation sur l'intelligence artificielle. Et c'est de aussi former des personnes dans le réseau des universités africaines pour justement créer des programmes dans chaque université sur l'intelligence artificielle et sur les possibilités autour des technologies robotiques, par exemple, les technologies d'automation, etc. Alors, il n'y a pas un investissement spécifique dans chaque pays. Dans chaque pays, ça serait un peu différent, mais il faut regarder le package total et il faut que ça soit lié aussi à un cadre assuré par les gouvernements pour la régulation et pour s'assurer justement que les investissements soient adaptés et qu'il n'y a pas un prix qui est trop élevé parce qu'il ne faut pas investir des milliards de dollars et qu'après personne puisse utiliser les services autour. Et puis, en ce qui concerne le coût d'accélération pour la zone économique de libre-échange en Afrique, je crois que les investissements sur les plateformes numériques, sur la transformation numérique, permettent justement cette accélération dans l'intégration régionale et vice-versa, avec les engagements du gouvernement envers l'ouverture des espaces commerciaux en créant des opportunités au-delà des frontières, nous allons faciliter cette intégration aussi bien numérique en Afrique, aussi bien qu'au niveau du commerce. Et je crois que les deux, que le travail qu'on fait pour appuyer l'accélération dans l'intégration régionale en Afrique est directement lié au travail qu'on devrait faire pour accélérer la transformation numérique dans notre continent. Merci. Merci. Un autre intervenant, s'il vous plaît.
Y a-t-il un autre qui veut poser des questions? Et je vous demande de bien vouloir appuyer pour lever la main, pour demander la main. Donc, je vois personne. Donc, je me retourne vers M. Junior pour ces deux autres questions. Non, et il y a M. Madafimi qui est là. Là oui. Madame Philippe, vous avez la parole. Bonjour, je suis Didier Mandafimi, je suis journaliste au Bénin. Merci pour l'initiative et merci aussi pour le communicateur. Je voudrais savoir quelle est la marge de manœuvre de la CEA vis-à-vis des gouvernements africains qui peuvent estimer qu'ils sont là et qui dirigent un pays qui ont aussi certaines souverainetés et qui peuvent être réticents vis-à-vis de ce que la CEA propose. C'est ma première préoccupation. Ma seconde préoccupation, vous savez, l'Internet, dans certains pays africains, le coût s'il vous plaît. Et la connexion. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre la question? La communication n'est pas tellement claire. La première question. Hey, s'il vous plaît. Je voudrais demander au communicateur quelle est la marge de manœuvre de la CEA vis-à-vis des pays africains. Parce que vous pouvez faire des propositions, et ça peut ne pas trouver un écho favorable chez les gouvernements africains. Quelle est la marge de manœuvre de la CEA vis-à-vis des pays africains? C'est la première question. La seconde question, on sait que le coût de l'Internet en Afrique est assez prohibitif et la connexion n'est pas toujours franche. Est-ce qu'il y a une possibilité d'étudier de façon globale le coût d'Internet en Afrique, dans tous les pays africains, et ensuite voir dans quelle mesure organiser tout ça par zone, peut-être quand on prend la sous-région ouest-africaine, par exemple, tous les pays s'entendent dans un format commun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. En ce qui concerne la question de souveraineté, bien sûr, la CEA, en étant une organisation onusienne, nous insistons pas que les États agissent d'une manière ou d'une autre. Chaque État prend ses décisions. Mais nous, à travers le travail qu'on fait, on répond quand même à des besoins qui ont été déjà définis, par exemple, par les ministres africains qui ont le portefeuille des technologies numériques, qui ont demandé justement que la CEA étudie les opportunités pour accélérer la transformation numérique et pour accélérer aussi l'investissement dans le numérique. Il faut reconnaître qu'une barrière reste l'accès, bien sûr, au financement. C'est pas, je pense que ce n'est pas une nouvelle, c'est quelque chose que tout le monde est très conscient, c'est que les budgets de la plupart des États africains sont déjà très serrés et qu'il y a des difficultés d'identifier des ressources additionnelles à investir dans les plateformes numériques et dans l'infrastructure numérique. Mais il existe ce qu'a fait un peu la CEA, c'est d'identifier aussi les occasions et les opportunités de faire des partenariats publics-privés. C'est le cas sur beaucoup des câbles. Beaucoup des câbles se sont faits à travers des investissements directement par le privé.
Ce qu'il faut assurer, c'est que ces investissements sont dans un cadre très transparent et que le coût de l'investissement permet un service qui sera après abordable par rapport à la population. Et il y a un rôle très important pour les gouvernements d'assurer justement que l'accès soit équitable, parce que la réalité qui se passe et pas seulement en Afrique, dans beaucoup des pays en développement, mais même dans le monde développé, la priorité est donnée aux zones urbaines et malheureusement, les zones rurales sont parfois oubliées. Mais par contre, un peu le travail qu'on a fait a démontré que, par exemple, en Afrique, si on prend l'exemple que j'ai cité en Ouganda, l'accès très simple à l'Internet par les fermiers, par les marchands et par le consommateur a créé un réseau qui a marché pour tout le monde. Ça crée des opportunités pour les producteurs, les agriculteurs, ça crée des opportunités pour les vendeurs dans le marché et ça crée des opportunités pour les consommateurs. Alors, il faut un cadre de régulation par les gouvernements qui est clair et net. Et il faut privilégier les investissements qui soient faits d'une manière transparente et qu'il y a une image claire de ce qui est un coût qui est abordable par rapport à la population. La CEA a déjà fait une étude sur le coût dans les différentes régions et les pays. Je ne l'ai pas devant moi, mais on pourrait, je crois que peut-être Maktar pourrait partager un peu les résultats de cette étude et qui démontre que dans certains pays, effectivement, les investissements ont été faits, mais que ça n'a pas permis un accès aussi équitable qu'on aurait souhaité, soit au niveau du prix ou bien des zones où on peut accéder à l'Internet. Mais je crois qu'il n'y a aucun pays qui a vu une transformation d'un jour au lendemain. C'est une question stratégique et c'est là où le travail qui est fait sur le plan de l'Union africaine à travers la stratégie 2063, les stratégies des zones de libre-échange régionales permettent aussi l'accélération de l'investissement dans le numérique et bien sûr ceux qui sont liés à la zone de libre-échange continentale. Nous estimons que la situation s'améliore graduellement, mais le grand pas à faire, c'est de privilégier les investissements dans l'infrastructure numérique au même plan que les investissements, par exemple, dans les autoroutes, dans les ports et les aéroports, parce que c'est des infrastructures sur lesquelles l'économie moderne est construite. Merci. Ouais, merci Jean-Paul. On va partager l'étude avec les participants. Maintenant, le prochain qui souhaite prendre la parole. J'aimerais bien avoir une dame prendre la parole. On a parmi les journalistes une dame. Donc, je me montre chez M. Junior. Thérèse voudrait prendre la parole. Okay, Thérèse, il sait qui voudrait prendre la parole. Allez-y, Madame Thérèse, vous avez la parole. Vous êtes la bienvenue. OK. Oui, ça va très bien. Je suis Thérèse Isseki, je suis de l'Agence panafricaine d'information Panapresse. À la suite de mes confrères, j'aimerais, excusez-moi de dire, que la pandémie, quand quelque chose malheur est bon, parce que j'ai l'impression que la pandémie nous a montré nos limites et nous a peut-être amené à accélérer dans plusieurs domaines. Malgré l'insuffisance de l'utilisation et de la couverture du numérique, j'ai plutôt l'impression que quelque chose nous a réveillés. Il y a des choses qui ont été faites. Quand je prends par exemple le cas des 7 pays dont on a parlé, chacun est allé de son côté, mais chacun a essayé d'innover en quelque chose. Je voudrais maintenant demander si au niveau de la ZLECAf, on ne pouvait pas mettre en commun les innovations au
au niveau du pays et en faire un package commun pour tous les pays. J'ai vu qu'il y a le domaine de la santé, il y a le domaine de l'agriculture, il y a le domaine des changements climatiques. Si on mettait ensemble les expériences, les innovations au niveau de ces pays-là et qu'on partageait au niveau de toute l'Afrique, c'est une question. Merci. Merci, Jean-Paul. Merci beaucoup, madame. Je crois que effectivement, la ZLECAf est fait pour ça. C'est justement de mettre en commun les opportunités qui permettent d'accélérer la croissance dans les pays et les régions respectives. Et ce qu'on a vu, si on prend les exemples cités, ces petites innovations ont un effet d'accélérateur sur les opportunités économiques dans ces communautés. C'est parfois à petite échelle, mais avec la multiplication de ces innovations à petite échelle, nous pouvons justement bâtir un effet, on peut avoir une vague d'innovation sur tout le continent et qui permet en fait de changer la donne en ce qui concerne les méthodes de travail. Il faut quand même continuer à mettre l'accent sur le rôle des gouvernements à faciliter ces innovations. Et pour cela, comme j'ai dit, il faut des investissements. Il faut des investissements très conséquents dans les infrastructures. Et il faut aussi mettre l'attention et l'accent sur les régulations et le cadre, justement, pour bien gérer le développement de ces infrastructures et d'assurer que les opportunités qui sont créées sont distribuées d'une manière équitable. Et je crois que vous avez tout à fait raison d'avoir, en fait, une sorte de... la possibilité sous le cadre de la ZLECAf de mobiliser ce travail. Il faut noter que dans le cadre de la ZLECAf, il y a plusieurs voies pour mobiliser l'investissement dans les infrastructures à clé pour faciliter l'intégration régionale. Et notamment, c'est bien sûr les autoroutes, c'est bien sûr les ports, c'est bien sûr les aéroports, c'est aussi les centrales d'énergie, d'électricité, qui peuvent aussi être à l'échelle régionale. Et justement, les investissements dans les infrastructures numériques doivent être au même plan. Et dans le cadre de la ZLECAf, elles sont privilégiées justement dans ce contexte, c'est que c'est des investissements dans les plateformes qui créent les opportunités dans d'autres secteurs et qui, à travers l'intégration régionale, vont faciliter la transformation numérique, la transformation économique et la création de richesses. Bon, une autre question. Monsieur Junior, vous avez deux questions, je crois, qui restent. Allô? Oui, monsieur Junior, vous avez la parole. Parfait. Alors, mes deux dernières questions, alors, pour faire simple. Deux dernières questions. Oui, mes deux dernières questions. Alors, 2 secondes que je me retrouve dans... Bon, alors, pour répondre pour M. Adams, le sujet, c'était l'usage de la technologie pour combattre la COVID-19. Alors, justement, je rebondis sur cette problématique pour lui poser la question précise. À ses yeux, qu'est-ce que la CEA a fait ou pense qu'on devrait faire avec les NTIC pour combattre la COVID-19? Dernière question. Il a tout à l'heure indiqué, et ça m'a interpellé, il faut éviter une colonisation extérieure de l'espace numérique africain. Alors,
moi, je voudrais savoir, est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une colonisation de l'espace numérique africain aujourd'hui? Si c'est le cas, faut-il s'en inquiéter ou faut-il le mettre dans la globalisation? Merci. Merci beaucoup encore pour les questions très pertinentes. Pour combattre COVID-19, alors en premier lieu, il faut identifier là où l'infrastructure numérique aura le plus d'impact. Et c'est vrai que la transformation numérique, c'est de regarder toute la société et d'identifier les opportunités. Mais je pense que dans la lutte contre COVID-19, c'est surtout les systèmes de santé. Si vous faites référence au rapport de la CEA du début du mois de mai, vous allez voir qu'on a mis l'accent sur quelques actions précises pour transformer les systèmes de santé et notamment la transformation numérique des systèmes de santé. Et c'est-à-dire on peut gagner en efficacité en utilisant les technologies numériques. En ce qui concerne le suivi des contacts, les applications ont eu beaucoup d'impact. Alors, j'ai cité l'exemple du Ghana, où ils ont développé une application pour le suivi des contacts. Et il y a plusieurs d'autres pays qui ont aussi utilisé des technologies similaires. Et c'est aussi parce que les données sur les patients de COVID-19 permettent justement à mieux gérer la crise. Et je crois que c'est important d'avoir un peu d'optimisme vis-à-vis de la situation africaine par rapport à la situation dans d'autres régions. Et je vais parler aussi en tant qu'un ancien ministre de la Santé et de dire que parce qu'en Afrique, malgré que nos systèmes de santé il y a un manque d'investissement et nous ne sommes pas aussi bien développés que d'autres régions, mais par rapport à la gestion des maladies, des maladies infectieuses, l'Afrique a beaucoup d'expérience. Le suivi des contacts, je dirais, c'est le travail de tous les jours de beaucoup de systèmes de santé africains. Et même les pays qui ont un système de santé pas très développé, ils ont pu mettre en place, selon l'OMS, les pays africains ont pu mettre en place un système de suivi de contact très adapté et rapidement. Parce que souvent, les personnes sont déjà formées, même s'il y a un manque d'équipement, la connaissance et le savoir-faire est là. Et ça, si on regarde ça par rapport aux expériences à des pays plus développés, je ne vais pas citer des pays individuels, mais nous avons vu qu'il y a des pays qui sont seulement maintenant, 6 mois après le début de la crise, qui arrivent à avoir vraiment une vitesse de décollage en ce qui concerne le suivi des contacts. Et pour l'Afrique, ça, c'est déjà en place. Et c'est en partie à cause des adaptations technologiques, comme les applications qui ont déjà été développées. Alors, il faut avoir, je pense, un optimisme aussi vis-à-vis de l'expérience africaine vis-à-vis COVID-19. Et je crois qu'il y a certains exemples qu'on peut en tirer de l'expérience africaine. Mais vis-à-vis du rôle de la CEA, nous voudrons justement, et ce n'est pas le rôle de la CEA de préconiser pour chaque pays les choix qu'ils vont faire, mais c'est de donner des options que les pays peuvent utiliser, adapter à leur situation. Et dans les systèmes de santé, il faut au maximum utiliser les opportunités numériques pour être efficace. Dans les systèmes d'éducation, nous avons vu que ça a été plus difficile parce que l'adaptation prend plus de temps. Nous avons vu un écart dans les systèmes d'éducation où souvent, là où les écoles ont été fermées, ou sont souvent toujours fermées, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas une option numérique pour l'instant. Et nous proposons, à travers le rapport qu'on a déjà lancé, que les pays privilégient les investissements justement pour s'assurer qu'on puisse offrir plus de cours par les moyens numériques, de regarder les options
des systèmes d'éducation en ce qui concerne les opportunités numériques. Mais bien sûr, c'est lié aussi à l'accès à l'électricité, c'est lié et à l'accès à l'Internet, bien sûr. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples et je vais peut-être juste m'arrêter en disant que nous essayons aussi de créer des espaces pour justement favoriser les échanges entre les universités africaines. Et je vous invite tous à participer à notre forum la semaine prochaine sur les investissements et les innovations face au Covid-19. Et justement, cet événement va créer un espace pour les universitaires, pour les chercheurs, pour les entrepreneurs de se rassembler et de partager des idées sur comment utiliser pas seulement le numérique, mais aussi de mettre en application des technologies adaptées à la situation africaine pour faire face au Covid-19, mais inclut aussi la transformation numérique. En ce qui concerne la peur de la colonisation de l'espace numérique, dans un monde qui est de plus en plus mondialisé, nous reconnaissons que déjà l'espace numérique est bien sûr dominé par des grandes compagnies mondiales, mais nous avons aussi vu dans l'expérience africaine qu'il y a des compagnies indigènes africaines qui arrivent à créer des opportunités, qui arrivent à investir dans l'infrastructure et qui mettent en place les plateformes qui favorisent l'investissement. Et la clé à éviter cette colonisation, en fait, c'est des régulations transparentes à l'échelle nationale, mais aussi bien à l'échelle continentale, et dont la ZECAF contribue à créer justement cette confiance que les investisseurs auront en mettant leur argent, par exemple, dans l'infrastructure numérique en Afrique. Je crois que c'est très important de ne pas mal interpréter cette réflexion qui a été, ce n'est pas, il faut préciser, ce n'est pas le point de vue de l'ONU ou de la CEA, mais c'était une réflexion qui a eu lieu dans le forum que nous avons organisé. Le forum a aussi conclu l'importance justement de favoriser l'investissement, parce que l'investissement qui vient de l'étranger, si le cadre est transparent et si le cadre est focalisé justement sur les idéaux que nous avons mis en avant, c'est-à-dire c'est-à-dire d'assurer l'accès équitable à l'infrastructure, à l'Internet, d'assurer que le prix est abordable et que c'est lié aux capacités, aux moyens dans le pays, et aussi d'assurer la qualité qui soit adaptée aux besoins du pays. Et tout cela peut être fait d'une manière transparente où tous les acteurs ont les mêmes opportunités, et c'est le consommateur qui est favorisé et c'est le développement plus large de l'infrastructure d'un pays qui est favorisé. Merci. Merci. Il nous reste à peu près 1 minute et je vois qu'il y a une demande de parole de M. Madafi. Donc, je vais lui donner la parole avant que Jean-Paul conclue. Donc, M. Madafi, vous avez la parole. Votre micro est muté, M. Madafi. On ne vous entend pas. D'accord. Oui, voilà, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Vous m'entendez maintenant? Oui, je disais que cette fois-ci, on a échappé parce que l'Afrique a échappé, parce que la catastrophe promise n'est pas arrivée. Alors, concomitamment, est-ce qu'on ne peut pas demander aux pays africains de savoir mieux gérer leurs ressources naturelles? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie l'origine même de la pandémie.
Vous m'avez compris? Malheureusement, votre question. Malheureusement, votre question a été un peu coupée. J'ai entendu en partie que les pays africains doivent gérer leurs ressources naturelles, mais je n'ai pas entendu toute la question. Je reprends rapidement. Reprenez, s'il vous plaît. Je disais que la catastrophe promise dans le cadre de cette pandémie n'est pas arrivée parce que l'Afrique a su gérer cette pandémie. Alors, est-ce que concomitamment, on ne peut pas demander aux pays africains de savoir gérer leurs ressources naturelles? Parce qu'il ne faut pas oublier l'origine même de la pandémie. Ok, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut, il faut toujours contextualiser la situation en Afrique actuellement. Je crois qu'il y a des raisons pour l'optimisme, comme j'ai déjà cité que, par exemple, en ce qui concerne le suivi des contacts, l'Afrique est peut-être presque exemplaire par rapport à d'autres pays. Mais de l'autre côté, malgré que l'Afrique a fait des bonnes choses, et je pense que on a réussi à réduire l'impact, mais il faut bien garder en tête que l'Afrique n'a pas les mêmes moyens aussi de réagir vis-à-vis l'impact économique qu'ont d'autres pays. C'est-à-dire que même si peut-être on a diminué l'impact qui aura lieu, l'impact sera là, l'impact sera très conséquent et on a toujours une croissance en ce qui concerne le nombre de cas dans plusieurs pays. Alors malheureusement, je pense que le pire n'est pas encore arrivé et il y aura quand même une progression probablement dans les cas de COVID-19. Les pays africains ont bien géré certains aspects comme le suivi des contacts. Et je pense que c'est effectivement aussi c'est une bonne base à considérer vis-à-vis la gestion de ressources naturelles, comment utiliser un peu les mêmes principes autour de la gestion des ressources naturelles et notamment que la technologie peut jouer un rôle et les opportunités dans le numérique peuvent nous permettre à mieux, par exemple, suivre les informations autour de l'utilisation des ressources naturelles. Ça permet pour les organisations comme de la CEA, par exemple, de mieux démontrer l'avantage ou les désavantages que les pays africains peuvent avoir vis-à-vis les ressources naturelles. Et nous, à travers les rapports que nous faisons, nous mettons l'accent de plus en plus sur le vrai bénéfice que reçoit un pays par rapport à ses ressources naturelles. Parce que dans certains cas, l'extraction des ressources naturelles est liée directement au flux des capitaux en dehors d'un pays. Et à travers des investissements dans les infrastructures numériques, nous pouvons mieux gérer et suivre, par exemple, ces flux financiers et en conséquence aussi mieux adapter les réponses, mieux aussi gérer ces ressources. Et justement, je pense qu'il y a des leçons à en tirer de la façon que nous avons pu, si on cite les exemples où les pays africains ont rapidement adapté des applications pour le contrôle de COVID-19, je pense qu'il y a vraiment une opportunité à faire des aspects similaires en ce qui concerne le contrôle des ressources naturelles. Et je vous remercie pour toutes les questions. Merci Jean-Paul. Je pense que les questions ont été pertinentes et les réponses aussi. Donc, je vais vous laisser la parole pour faire une conclusion de 3 à 4 minutes avant qu'on lève la séance. En vous remerciant tous d'avance d'avoir bien voulu participer à cette réunion et also de remercier encore M. Jean-Paul pour sa disponibilité et la clarté de ses réponses. Jean-Paul, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maktar, et je remercie encore une fois tous les journalistes qui ont participé à cette séance
et aussi pour les questions que vous avez posées. Et juste pour résumer un peu les échanges qu'on a eus déjà, je pense le plus important, c'est de cadrer la lutte contre le COVID-19 dans un aspect plus large du travail que tous les pays africains et tout le monde doit faire pour arriver à mettre en œuvre les objectifs du développement durable. Le COVID-19, c'est justement c'est un phénomène qui démontre les problèmes les problèmes qui se manifestent avec une mauvaise gestion de l'environnement. Et les réponses doivent justement prioriser une approche durable. Et certainement, pour arriver aux objectifs du développement durable, il faut une accélération conséquente. Et pour arriver à cette accélération, il faut être très stratégique vis-à-vis les investissements. Il faut investir dans des plateformes qui permettent et facilitent ces accélérations. Et les infrastructures numériques en forment partie de ces priorités en termes d'investissement. Nous avons déjà vu beaucoup de raisons pour l'optimisme en Afrique vis-à-vis la capacité des innovateurs, des entrepreneurs et les gouvernements africains à mobiliser rapidement dans la lutte contre COVID-19 et de s'appuyer sur les aspects des technologies numériques. Et si nous pouvons, à travers les gouvernements africains, à travers la ZLECAf, privilégier les investissements dans les infrastructures numériques et aussi d'adapter les structures nationales en ce qui concerne le développement, transformer les systèmes de santé et d'éducation, nous pouvons justement accélérer la lutte contre la pauvreté, assurer un développement équitable et un développement qui est durable. Je vous remercie tous d'avoir participé et ça sera un plaisir de vous accueillir la prochaine fois pour une continuation de ce sujet et aussi dans le cadre plus large de la réponse que nous devons mener ensemble à la suite de COVID-19 parce que nous allons vivre un moment difficile économiquement sur le continent et dans tout le monde. Et c'est justement en prioritisant les investissements dans ce secteur, dans le secteur numérique et plus largement dans le développement durable, que nous allons minimiser l'impact pour les populations et assurer la création d'emplois et la création de richesses. Je vous remercie et je vous souhaite tous une bonne journée et bonne soirée là où vous êtes en Afrique ou ailleurs. Merci. Merci à vous. Thank you very much. Merci à vous, chers collègues. Thank you so much. And that's the end of our session. Thank you and stay safe. Keep safe. Be safe wherever you are. Have a nice day. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay. Au revoir et à la prochaine fois à tout le monde. Okay. Merci. Au revoir.